Bonjour, je m'appelle Chantal Joalamarle, je dirige le Lab SNCF Impact, qui est une entité d'innovation et de transformation au sein de la direction RSE du groupe SNCF. Cette entité, elle a pour mission de favoriser, d'accélérer la mise en œuvre des priorités stratégiques RSE au sein du groupe SNCF, mais aussi au sein des autres groupes que nous accompagnons. Et la spécificité du lab, c'est que nous mettons l'humain au cœur des transformations et que nous agissons pour favoriser les changements de comportement et aider les transformations RSE à l'aide de ces changements de comportement. Donc l'équipe, elle est pluridisciplinaire. Nous avons des ingénieurs, des designers, des psychologues et nous avons aussi des gens dans le transmédia ou l'analyse de données. Cette interdisciplinarité, elle me tient beaucoup à cœur parce qu'en tant qu'ingénieur et en tant que psychologue et docteur en psychologie, j'expérimente tous les jours la plus-value des synergies entre les disciplines pour pouvoir aborder des problèmes complexes et les transformations RSE sont vraiment des problèmes complexes. Alors, le sujet de mon doctorat était sur les soft skills et le lien avec les transformations organisationnelles. Alors, plus précisément, c'était l'impact de la conscientisation des soft skills sur la capacité à se transformer et à mener des transformations organisationnelles. Alors, est-ce que vous pouvez définir justement ce que sont des compétences transverses ou soft skills et leur différence avec les traits de personnalité ? Alors, c'est une vaste question. Qu'est-ce que sont les soft skills? Ça a occupé le début de ma thèse parce que en fait, le contour des soft skills est relativement flou, y compris dans la littérature académique. Globalement, ce qui est le plus consensuel, c'est que d'une part, ce sont des compétences très précieuses, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, et notamment pour s'adapter. Ensuite, ce sont des compétences qui sont transverses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ne sont pas limitées à un métier ou à un domaine fonctionnel, mais qu'elles vont être importantes pour la performance ou l'excellence des individus, quel que soit leur domaine professionnel. Et puis une autre caractéristique, c'est qu'elles sont non techniques. Alors, elles ont vraiment été estampillées non techniques depuis le début. Au départ, elles étaient même opposées aux compétences techniques. On parlait de hard skills versus soft skills. Et maintenant, on vient vraiment plutôt parler de la complémentarité entre ces deux types de compétences. D'où une définition que j'aime beaucoup de Kechagias qui dit qu'en fait, les soft skills ou les compétences transverses, elles sont non techniques et elles viennent aider à l'expression des connaissances et des compétences techniques. Donc cette complémentarité, elle est vraiment de plus en plus reconnue et de plus en plus précieuse. Alors en fait, les soft skills, elles sont apparues dans les années 70, au moment où on s'est dit que c'était très important d'élargir le panel des caractéristiques personnelles qui étaient reconnues pour parler de la performance des individus. Alors on peut se dire que finalement, c'est pas grave si c'est flou, puisque l'idée c'était d'élargir le champ des caractéristiques qui sont estampillées comme ayant de la valeur dans le domaine de l'entreprise. Mais en fait, si jamais ce n'est pas bordé, ça peut être vraiment un souci. Pourquoi? Parce que si on met dans le spectre de ces soft skills ou compétences transverses des choses qui ne sont pas des compétences et notamment des choses qui ne sont pas évolutives, eh bien plutôt que d'en faire un levier de valorisation et de reconnaissance, on va en faire un levier de discrimination. Et c'est pour ça que dans mes recherches, j'ai vraiment tenu à spécifier que les soft skills sont des compétences. Quand on dit compétences transverses, eh bien, il faut s'attacher à ce que c'est qu'une compétence. Alors là aussi, vaste question, puisqu'il y a beaucoup de définitions des compétences, mais là aussi, il y a quand même un consensus. Et donc, ce sont des caractéristiques qui sont évolutives, qui sont observables, qui sont liées à la performance des individus, mais qui doivent pouvoir être enseignées, qui doivent pouvoir être développées. Or, les traits de personnalité, ce sont des caractéristiques qui sont stables dans la vie de l'individu. Ça évolue, mais ça évolue vraiment très peu. Ça vient caractériser les individus, que ce soit au niveau de leur comportement, que ce soit au niveau de leur mode de pensée. Donc on voit qu'on n'est pas dans le domaine de la compétence quand on parle des traits de personnalité. C'est pour ça que c'est important de distinguer soft skills d'un côté et traits de personnalité de l'autre. Quelles sont les 4 dimensions des compétences transverses ou soft skills? Est-ce que vous pouvez nous donner aussi quelques exemples pour qu'on se rende compte de qu'est-ce que c'est qu'une soft skills? Quand on veut faire une taxonomie des soft skills et qu'on va balayer toute la littérature académique qui en parle, on en a trouvé à peu près une centaine.
autour de 96. Donc quand on parle aux gens des soft skills, on ne va pas égrener les 96, sinon on va perdre tout le monde. C'est pour ça qu'au niveau pédagogique, on a caractérisé 4 champs, 4 domaines, 4 catégories de compétences transverses. La première à laquelle on pense assez facilement, c'est la catégorie de toutes les soft skills émotionnelles. Donc là, c'est la capacité à gérer ses émotions et celles des autres. On y retrouve par exemple la capacité à réguler l'expression de ses émotions, on y retrouve l'empathie ou la gestion du stress. Autre catégorie de soft skills, les compétences relationnelles. Donc comment est-ce qu'on gère le lien à l'autre? Et là on y retrouve la collaboration, la communication, la gestion des conflits qui sont particulièrement prisées au niveau employabilité. La troisième catégorie, c'est plutôt celle qui relève de la façon dont nous passons à l'action, qu'on peut appeler des compétences cognitives. Donc là, on y trouve par exemple la persévérance, la proactivité, l'autonomie, la capacité à prendre des risques. Et puis la quatrième dimension des soft skills qui est souvent oubliée, c'est le champ des soft skills qui sont cognitives. C'est-à-dire qu'elles vont justement relever de la façon dont on traite l'information. On trouve dans cette catégorie de soft skills cognitives celles qui sont proches de nos fonctions exécutives, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère notre focus attentionnel, comment est-ce qu'on arrive à dédier notre attention, comment est-ce qu'on arrive à avoir une pensée qui soit flexible, agile, notre pensée analytique, notre pensée systémique, aussi notre pensée critique, la façon dont nous arrivons à résoudre des problèmes. Voilà les 4 catégories de soft skills. Pourquoi être conscient de ces soft skills est nécessaire pour se transformer et transformer potentiellement les organisations? Le lien entre les soft skills et la transformation, il est vraiment très étroit. Si vous allez dans Google Scholar ou un autre moteur de recherche qui a trait à la littérature scientifique et que vous cherchez le nombre d'articles qui traitent à la fois des soft skills et de la transformation, il y en a, encore ce matin j'ai cherché, j'en ai trouvé plus d'1 million. Donc en fait elles sont vraiment reconnues comme des compétences qui aident à s'adapter et qui aident à mener des transformations. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le terme soft skills est arrivé à peu près au même moment que le terme VUCA, c'est-à-dire celui qui caractérise le monde dans lequel nous vivons et qui est un monde finalement de transformation continue pour les organisations, un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc en fait, on voit que ces soft skills, elles sont reconnues comme telles et au niveau de la littérature scientifique, elles sont dans tous les construits qui viennent permettre de mesurer la capacité des individus à s'adapter dans le monde du travail, que ce soit l'agilité au travail, que ce soit la performance adaptative, que ce soit la capacité des managers à s'adapter aux transformations organisationnelles. Vous retrouvez des soft skills et à l'inverse, dans les construits qui vont évaluer la résistance au changement, vous les retrouvez mais en négatif. C'est-à-dire que moins vous avez de soft skills et plus vous avez de résistance. Donc on voit que c'est vraiment fortement intriqué pour tout un tas de raisons, on en parlera par la suite, mais ce sont des capacités qui sont adaptatives. Et puis pourquoi c'est important de se dire qu'au-delà de les posséder, il est important de les conscientiser. La définition finalement des soft skills à laquelle je suis arrivée dans mon travail de recherche, c'était des compétences certes transverses, qui sont non techniques, qui participent à la performance, à l'excellence des individus, mais aussi, caractéristique intéressante, c'est qu'elles peuvent être développées sans un apprentissage explicite. Alors ça c'est quand même important, on peut se dire mais comment est-ce que ça se fait que des compétences aussi importantes puissent être développées par les individus sans enseignement formel? Justement, quand on regarde toutes les compétences dont on vient de se parler, les 4 catégories, on voit qu'en fait elles peuvent être assimilées et développées par les individus à l'aide d'un apprentissage qu'on appelle implicite. Cet apprentissage implicite, c'est une capacité formidable de l'espèce humaine et d'autres espèces, mais en tout cas pour nous les humains, il est très précieux. Cet apprentissage, il va nous permettre très vite dans notre vie, donc il est activé dès la première année de vie, il reste actif tout au long de notre vie. Il nous permet d'apprendre par immersion, par stimulation de notre environnement écologique, sans même avoir conscience que nous apprenons.
Donc il ne vient pas préempter de ressources conscientes et volontaires qui sont si rares et si chères au niveau cognitif. Ensuite, ça permet d'engrammer des connaissances et des compétences de façon tacite, mais qui vont pouvoir gérer des stimulus qui arrivent de façon ambiguë, qui ont des relations de façon ambiguë, et vous arrivez même à apprendre en situation de stress de façon implicite assez facilement. Donc on voit que c'est une capacité d'apprentissage très intéressante, et les connaissances et les compétences que vous acquérez, donc qui sont non tacites, elles sont déclenchées automatiquement dans votre environnement, là encore naturel, en fonction des besoins. Donc on pourrait se dire, bah, c'est formidable tout ça, pourquoi est-ce qu'il faut en prendre conscience? Eh bien parce que ce que nous dit la psychologie cognitive et socio-cognitive, c'est que même si vous avez des compétences tacites, c'est très bien, l'apprentissage implicite c'est formidable, mais si vous voulez les développer, et si vous voulez les mettre en œuvre de façon optimale, surtout quand vous êtes dans un contexte qui n'est pas un contexte routinier, qui est un contexte de changement, où il faut avoir une appréhension des choses à long terme dans un climat incertain, vous avez besoin de réguler à la fois votre niveau de compétence et votre niveau de mise en œuvre de ces compétences. Si vous n'êtes pas conscient de ces compétences, vous ne pouvez pas déclencher de phénomènes d'autorégulation et de développement de vos compétences. Vous ne savez même pas que vous les avez, vous ne savez même pas le niveau qui est le vôtre, et vous ne savez même pas en quoi elles sont importantes. Donc elles ne sont pas développées, elles sont développées dans votre milieu écologique, mais elles ne sont pas développées volontairement, donc elles ne sont pas au niveau optimal. Et puis vous les mettez en œuvre de façon automatique, mais rien ne dit que ce sera le meilleur niveau possible de mise en œuvre de ces soft skills-là. Donc voilà pourquoi c'est important d'en prendre conscience. Et dernier point, c'est qu'en faisant mes recherches, ce que j'ai montré, c'est qu'en fait, conscientiser ces soft skills, ça permet aux individus ça permet aux gens d'avoir une augmentation de leur sentiment de compétence personnelle, c'est-à-dire la croyance qu'ils ont dans leur capacité à mobiliser des ressources pour arriver à atteindre un objectif. Quand vous savez que vous avez des compétences qui vous permettent d'atteindre un objectif, non seulement vous allez avoir un meilleur bien-être au travail, mais toutes les théories socio-cognitives de Bandura, par exemple, eh bien, elles viennent nous dire que ça vient déterminer non seulement le déclenchement d'une action, d'un objectif, et puis le niveau d'effort que vous allez mettre dans la tenue de cet objectif. Si vous savez que vous n'allez pas y arriver, notre cerveau il est très clair. Dès le premier obstacle, il va se dire « je le savais », il arrête tout, il va faire quelque chose qu'il va vraiment pouvoir terminer. Si jamais vous savez que vous allez y arriver, vous avez des obstacles, c'est pas grave, vous allez faire des efforts pour aller au-delà de ces obstacles et atteindre votre objectif. Donc c'est pour ça qu'en fait, la conscientisation des soft skills, elle est liée à l'augmentation du sentiment de compétence qui est lui-même très prisé parce que lié au bien-être au travail, à la persévérance, mais aussi à la performance des individus. Et notamment dans le déclenchement et le fait de mener les transformations à leur terme. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour prendre conscience de ces soft skills? Alors, pour prendre conscience de ces soft skills, déjà, il faut les connaître. Donc, il faut savoir connaître leur importance, pourquoi elles sont importantes dans les processus de transformation, et puis quelle est leur définition. Parce que c'est pas parce que c'est soft que c'est flou. À chaque terme, il faut vraiment une définition assez précise. Et puis ensuite, c'est important de savoir à quoi elles ressemblent dans la mise en œuvre. Finalement, concrètement, c'est quoi les soft skills et dans quelles conditions elles sont pertinentes et elles doivent être mises en œuvre. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle des connaissances descriptives, des connaissances aussi conditionnelles. Quand est-ce que ça vaut la peine de mettre en œuvre une soft skills? Et puis procédurale, c'est-à-dire la connaissance de comment on fait pour mettre en œuvre la soft skill. Donc dans les ateliers, ça se fait assez bien et d'ailleurs même assez vite. On va présenter les définitions littérales des soft skills, certes, mais on va aussi les illustrer avec des situations au départ assez situations types. Et puis ensuite, on va venir illustrer, et les participants vont venir illustrer les soft skills avec des vignettes autobiographiques. Et là, en fait, on déclenche un réflexe de reconnaissance des soft skills dans des situations qui sont des situations professionnelles quotidiennes. Les gens vont se reconnaître les soft skills puisqu'ils vont devoir choisir des vignettes qui correspondent à celles qu'ils veulent décrire. Et puis quand ils vont présenter des vignettes autobiographiques, les autres vont devoir reconnaître dans le discours de l'autre, dans les situations qui sont décrites, quelles sont les soft skills qui sont mises en œuvre. Et par exemple, les gens découvrent que dans une situation, il est très rare qu'il n'y ait qu'une soft skill qui soit mise en œuvre. En général, nous en mettons énormément en œuvre dans une seule situation professionnelle. Et est-ce qu'il existe des tests, des moyens qu'on peut faire chez soi pour les identifier? Comment on fait?
Alors, pour les identifier, ce qui marche bien, c'est de le faire en collectif, parce que là, on a un phénomène de reconnaissance de pair à pair. On peut le faire aussi sous forme d'autodiagnostic, c'est-à-dire qu'on va associer à chaque soft skill un certain nombre de situations, et on va lister les situations qui correspondent à la description de mise en œuvre de ces soft skills. On va demander aux personnes, est-ce que en général vous faites ça un peu, souvent ou tout le temps? Donc ça va leur permettre de s'évaluer par rapport à toute une liste d'items situationnels qui correspondent à leur situation de travail. Et on peut faire cet autodiagnostic plusieurs fois, puisque comme elles sont évolutives, c'est ça qui est important, c'est qu'une fois que vous en avez conscience, ça génère aussi la volonté de les développer, et ça génère aussi une valorisation de ces compétences-là. Donc plus elles sont valorisées au sein d'un groupe, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup au sein des collectifs. On voit que les gens arrivent à se valoriser de pair à pair, et on voit que s'ils refont cet autodiagnostic, eh bien, il y a tendance à voir les soft skills qui sont valorisés augmenter. Vous expliquez que pour s'engager dans une transformation, il faut au préalable sécuriser ses bases. Donc vous nous parlez de sécurité notamment, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors en fait, c'est très compliqué tout ça, mais si on veut résumer, on peut se dire qu'un sentiment d'identité fort et un sentiment aussi d'appartenance professionnelle qui soit solide va étayer le sentiment de sécurité des individus. Et ce sentiment de sécurité, il va être propice au fait de pouvoir se projeter dans une transformation. Pourquoi? Parce que si on est en insécurité, ben c'est quand même un peu plus compliqué de se projeter dans quelque chose qui par définition est incertain, qui est toujours connoté d'un manque potentiel de contrôle, et ensuite aussi d'un potentiel de perte des acquis que l'on a et auxquels on tient, et notamment tout ce qui est sécurité, justement. Vous voyez, ça reboucle. Donc plus on a un sentiment de sécurité, d'identité et d'appartenance qui sont solides, plus on va voir des gens qui ont une propension à pouvoir se projeter dans les transformations. Et à l'inverse, si on est dans des climats d'insécurité, ça risque de générer des résistances et des crispations sur la situation actuelle qu'on connaît si bien. Et est-ce qu'on a tous à peu près les mêmes niveaux de besoin de sécurité ou est-ce que ça varie en fonction des individus? Alors ça varie évidemment en fonction des individus, et là aussi il y a énormément d'études sur les variables qui peuvent modérer le lien entre ces différents facteurs que sont l'identité, l'appartenance, la sécurité, la capacité à se transformer. Parmi les variables qui ressortent comme étant modératrices, il y a par exemple la capacité de résilience ou encore la capacité d'esprit critique. Ça veut dire que des individus qui ont une très forte capacité de résilience ou d'esprit critique vont pouvoir modérer leur sentiment de sécurité nécessaire en lien avec la capacité à générer ou à se lancer dans des transformations. Mais tout ça, évidemment, ça dépend beaucoup des individus. De quoi peuvent avoir peur justement les dirigeants qui souhaitent transformer leur organisation pour un modèle plus vertueux? De beaucoup de choses. Les dirigeants qui veulent s'engager dans les transformations solidaires et durables, ils peuvent avoir pas mal de craintes. On peut parler des craintes qui sont en lien avec les biais cognitifs qui ressortent dans la littérature comme des freins à la mise en œuvre des transformations RSE. Parmi ces biais, celui qui ressort le plus communément, c'est par exemple le biais d'immédiateté. C'est notre propension à préférer des solutions qui ont un résultat immédiat par rapport à des solutions qui ont un résultat voire supérieur, mais à moyen ou long terme. Et donc ce biais-là, il peut générer des craintes de choisir des priorités stratégiques qui soient solidaires et durables, par exemple. Les autres craintes possibles, c'est par exemple la peur du changement, tout simplement. Notre cerveau, ce qui est facile pour lui, c'est la répétition, c'est ce qui est routinier, ça c'est immédiat, ça ne dépense pas beaucoup d'énergie. Le changement, alors là c'est tout l'inverse. C'est des doutes, des questionnements, justement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer. Donc comme tout un chacun, ils peuvent avoir peur du changement. Il y a aussi, avec cette peur du changement, la peur de la perte. Notre cerveau a vraiment une aversion à la perte. Et pour les dirigeants, ça peut être aussi la perte du statut social. C'est-à-dire qu'en s'affirmant comme dirigeant qui va se lancer dans des transformations solidaires et durables, eh bien, ne serait-ce que par exemplarité,
du dirigeant, ils vont peut-être être amenés à faire des choix comportementaux qui vont les décaler par rapport à des critères de statut social de dirigeant classique. Et d'où un phénomène de peur finalement de perdre cette appartenance ou ce statut de dirigeant par cette perte, cet éloignement de cette norme sociale. Parmi les craintes qui reviennent chez les dirigeants qui veulent se lancer dans les transformations solidaires et durables, il y a la crainte de ne pas y arriver. Et ça, c'est une crainte intéressante par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la conscientisation des soft skills, parce que justement, comme ces transformations, elles sont particulièrement complexes, et notamment, elles nécessitent le fait d'embarquer toutes les parties prenantes, il peut y avoir véritablement cette crainte d'échouer, en fait, la peur de l'échec. Et on voit le lien justement avec l'intérêt de prendre conscience de ces compétences qui vont pouvoir amener ces transformations. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qui peut aider les dirigeants à transformer leurs organisations? Comment les soft skills les aident à mener ce type de transformation? Alors, quand on regarde les études qui sont faites sur les liens entre les soft skills et les transformations RSE, on peut regarder déjà toutes celles qui listent, et il y en a finalement beaucoup, des soft skills qui peuvent vraiment être conditionnantes dans l'exercice du leadership, par exemple, pour mettre en œuvre les transformations RSE. Et puis, il y a aussi des soft skills qui vont aider à outrepasser les résistances et qui vont aider à mettre en œuvre des leviers qui vont permettre d'aller au-delà des résistances, notamment les résistances individuelles liées au biais cognitif ou pas, mais des résistances collectives, des résistances organisationnelles. Tout ça nécessite la mise en œuvre de beaucoup de soft skills, parmi lesquelles celles qui ressortent par exemple particulièrement, on retrouve l'empathie, on retrouve la pensée critique, on retrouve la tolérance à l'ambiguïté, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire avec des situations et des informations qui soient soit contradictoires, soit des informations qui soient lacunaires. Et si on reprend les différentes craintes mentionnées précédemment, eh ben, on voit que par exemple, par rapport à la crainte liée au biais d'immédiateté, le fait d'avoir une pensée critique, une pensée analytique, une pensée systémique, ben, ça peut permettre aux dirigeants d'articuler différentes échelles de prise de décision, court, moyen, long terme, mais aussi de voir vraiment l'intrication entre les décisions en termes d'atténuation, par exemple, du changement climatique ou d'économie circulaire, et le lien avec la pérennité de leur chaîne de valeur. Donc ça peut les aider à avoir des prises de décision ambitieuses en termes de transformation solidaire et durable. Sur un autre type de crainte qui est la peur perte du statut social, ben, on voit que finalement l'ouverture, la pensée disruptive, ou là encore la pensée critique, ça peut aider les dirigeants à faire un pas de côté par rapport aux critères standards de normes des dirigeants, mais opter aussi et être à l'aise avec d'autres types de statuts, de gouvernance ou de signes de l'exercice du pouvoir. Par rapport au fait d'échouer, ben là évidemment il y a tout ce qu'on s'est dit sur le fait que savoir à quoi servent les soft skills, être conscient qu'on les a, va pouvoir les conforter dans leur capacité à les mener jusqu'au bout. Et notamment par rapport aux craintes de ne pas pouvoir embarquer tout le monde, ben, les soft skills relationnels, la conviction, la communication, la capacité d'influence, la capacité à motiver, tout ça ce sont des soft skills qui vont pouvoir aider les dirigeants à mettre en œuvre cet embarquement de leurs parties prenantes et à réussir leur transformation solidaire et durable. Et enfin, ces fameuses soft skills dont vous parlez, qui sont assez communes aux dirigeants qui se transforment, à savoir l'empathie, et puis vous en aviez cité deux autres. Alors il y en a plein, hein, mais ouais. Notamment la pensée critique, la pensée systémique, la tolérance à l'ambiguïté, mais il y en a plein, notamment la capacité à embarquer aussi, à avoir vraiment une vision complexe de la situation, à pouvoir créer, à pouvoir résoudre des problèmes de façon créative. Il y en a vraiment beaucoup, nous on en a recensé à peu près une trentaine. Est-ce que vous savez comment ça se développe? Alors, oui, ça se développe. D'une part quand on les conscientise, parce que si on ne sait pas à quel niveau on les a, si on ne sait pas à quoi ça sert, ben, on n'est pas vraiment motivé pour les développer. Donc la connaissance, c'est quand même un facteur, parce que les dirigeants sont quand même des personnes qui globalement sont des experts dans le fait de déclencher
de l'autorégulation de leurs compétences, quand ils savent qu'ils ont une compétence stratégique, en général, ils savent très bien comment la développer. Or, ces compétences soft, elles sont développées de façon implicite, mais elles peuvent très bien être développées de façon explicite, avec des programmes de sensibilisation, des programmes de développement, des ateliers, où on va venir les entraîner, on va venir les illustrer, on va venir les valoriser. Et la valorisation est aussi très importante pour que ces compétences-là, elles soient soutenues de façon managériale, de façon collégiale, de façon collective. Et une des façons aussi de les développer, c'est l'exemplarité et le mimétisme. Donc ça, et d'ailleurs, dans l'apprentissage implicite, le mimétisme tient aussi une forte place. Donc il y a plein de possibilités de les développer de façon implicite, mais aussi de façon explicite, de faire des ateliers, de faire des formations, de faire aussi des rencontres qui vont prouver aux dirigeants qu'en face d'eux, ils ont des dirigeants qui ont mis en œuvre des soft skills pour réussir des transformations solidaires et durables, qui y sont parvenus, que ça a été possible pour eux, et par ce qu'on appelle la vicariance, c'est-à-dire la similitude avec quelqu'un qui a réussi quelque chose, ça peut générer aussi la volonté, l'envie, mais aussi la catégorie, la quantité d'efforts qu'il faut pour arriver à mener à bien ces transformations et à développer ces soft skills. Si vous aviez un conseil à donner aux dirigeants qui ont envie de transformer l'organisation, mais qui sont encore un petit peu frileux, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Déjà, de se dire que ce n'est pas parce qu'on a conscience de la complexité des choses que c'est impossible. Au contraire. Et que finalement, s'ils ont conscience du fait que c'est compliqué, c'est loin de dire que c'est impossible et que la conscience de cette complexité va les aider à réussir. Ensuite, c'est sûr que j'aurais tendance à leur dire que mieux connaître leurs compétences va les aider à avoir envie de saisir ce challenge que sont les transformations solidaires et durables. Ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que finalement, cet exercice responsable du pouvoir, qui est la prise de décision de mener à bien des transformations RSE, c'est aussi un espace finalement de liberté pour les dirigeants. C'est un espace de créativité. C'est un espace dans lequel ils vont pouvoir signifier, exprimer quelque chose d'eux-mêmes, que ce soit une ambition, une capacité à prendre des risques, une capacité à se distinguer, et que ça peut aussi être quelque chose qui est important pour eux.